Bonjour à tous, donc on se retrouve pour un nouveau podcast de On Discute, où l'idée c'est que vous rencontriez des personnes de l'UTC, donc que ce soit des étudiants, des professeurs, etc., pour discuter un peu de leur parcours, ce qu'ils ont fait à l'UTC, et voilà, de manière générale, découvrir l'UTC autrement que par les petits lives qu'on peut réaliser à la communication. Donc aujourd'hui, je suis avec Timothée Baudequin, que je remercie d'être venu. Merci à vous pour l'invitation. Bonjour avec à tous. plaisir. Et du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter aux étudiants et auditrices, auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui ? Donc, je m'appelle Timothée Baudequin, je suis enseignant-chercheur, donc maître de conférence au laboratoire biomécanique bioingénierie de l'Université de technologie de Compiègne. Et pour la partie enseignement, je suis donc rattaché au génie biologique de l'UTC. Donc, vous avez plusieurs facettes, que ce soit de professeur ou d'enseignant-chercheur. Et aussi, vous avez fait votre doctorat à l'UTC. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Qu'est-ce que c'était le sujet de votre doctorat et comment vous êtes arrivé au sein de l'UTC en école doctorale ? Alors, effectivement, je suis arrivé pour le doctorat. Je n'avais pas fait mon cycle ingénieur et le reste de mes études supérieures à l'UTC. J'étais dans une école d'ingénieurs également en 5 ans, également avec prépa intégrée, qui maintenant fait partie du réseau Polytech. Qui était orientée dans son cursus sur, on va dire, mécanique, structure, matériaux. Donc l'aspect qui serait quand même plus rattaché à IM vis-à-vis de l'UTC, mais avec une spécialisation sur la fin qui était biomécanique, biomatériaux, qui permettait d'avoir quelques cours avec la faculté de médecine et des aspects tout de suite plus orientés santé. Et c'était vraiment ce qui m'intéressait au niveau pluridisciplinarité et de croiser l'aspect santé, biologie, que je commençais tout juste à découvrir, et l'aspect matériaux, structure. Et l'opportunité s'est faite en cherchant des sujets de thèse, de voir qu'au laboratoire biomécanique bioingénierie de l'UTC, il y avait une thèse proposée qui était vraiment sur une caractérisation 50-50, biologie et mécanique, de substituts osseux, donc de biomatériaux pour la reconstruction osseuse. D'accord. Donc sujet pour lequel j'ai été retenu et qui m'a permis d'arriver à l'UTC pour le doctorat, pour 3 ans, pour une thèse de 3 ans. Sur ce sujet-là d'ingénierie tissulaire osseuse. Donc vraiment l'idée d'avoir des matériaux, d'en évaluer les propriétés mécaniques, mais il y a tout de suite l'aspect contact avec des cellules in vitro, développement des propriétés biologiques, visée d'implantation, vraiment de soins et de médecine régénératrice. D'accord, donc c'était en fait la suite logique de vos études d'ingénieur au final. Ça s'inscrivait tout à fait dans la suite avec quand même petit à petit, et ça s'est jamais arrêté. Donc c'est ce qui fait que je suis au génie biologique aujourd'hui, d'ajouter de plus en plus les composantes biologie, les composantes santé, et d'équilibrer de plus en plus, puisque c'était au départ, quand j'ai fini mes études d'ingénieur, c'était un peu juste une coloration. D'accord. Et j'ai continué à creuser ces aspects-là, en voyant bien que c'était le domaine qui m'intéressait le plus pour appliquer tout ce que j'avais appris, à être de plus en plus à cheval entre mécanique et biologie. Donc vous êtes vraiment entre les deux, la mécanique et la biologie. Et oui. Du coup, lors de votre thèse, comment ça s'est un petit peu traduit au sein de l'UTC dans vos recherches ? Alors ça veut dire que j'ai quand même énormément appris dans les premiers mois. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait pas mal de points pratiques de culture cellulaire et de travail en laboratoire de biologie dont je connaissais que la théorie et qu'il a fallu que je développe. Et donc je pense que c'est quand même le cas de beaucoup de thèses, mais on apprend énormément sur les premiers mois. Et donc petit à petit, prendre en main les deux aspects, donc apporter vraiment ce que je savais déjà sur des essais mécaniques, sur des compétences en termes de choix des matériaux, de leurs propriétés, et connaître de mieux en mieux le domaine du système physiologique osseux, des cellules souches, de toutes les contraintes liées à utiliser du vivant au jour le jour et maintenir en vie des cellules in vitro, etc., pour avoir l'équilibre petit à petit et qui a perduré jusqu'à aujourd'hui, puisque donc, je me suis éloigné de l'UTC pour mon passage postdoctoral, mais j'ai eu l'occasion donc de revenir comme enseignant-chercheur, et avec des projets qui vont aujourd'hui toujours avoir cette double composante, matériaux mécaniques et biologie de l'autre côté. Et du coup, c'est pas un peu stressant au début d'un doctorat quand on se dit qu'on a tout ça à apprendre, à découvrir par rapport à la formation qu'on peut avoir, c'est peut-être une passerelle qui est assez importante au début ? Alors c'était important, je pense, d'avoir quand même cette coloration et d'avoir
déjà des premiers éléments, des premières connaissances, même si elles étaient surtout théoriques. Ça aurait été beaucoup plus stressant, oui, d'arriver en étant purement mécanique et d'ajouter de but en blanc la biologie en thèse. Je pense que c'est faisable. Il y a des doctorants de notre laboratoire qui ont pu avoir un fossé un peu plus grand au moment de vouloir ajouter ces applications-là. Mais je retiens surtout le fait d'avoir découvert et appris énormément de choses au début, plus que le stress. D'accord. C'est sûr que de toute façon, ça reste un gros morceau de commencer un doctorat et Oui. c'est un travail de fond et c'est sûr qu'il y a des moments stressants de toute façon, mais c'était pas forcément immédiatement lié à ça et en tout cas a posteriori, je retiens surtout la découverte d'énormément de choses dans les premières semaines, les premiers mois. Donc à la suite de ces premières semaines, de ces premiers mois, vous avez continué à découvrir des choses? Comment ça s'est passé au fur et à mesure de votre doctorat? Alors nécessairement, donc, pour revenir un peu sur le détail, mais comme je le disais, c'était de pouvoir développer des substituts osseux, mais qui mélangent les biomatériaux classiques qui peuvent être déjà utilisés aujourd'hui à l'hôpital, mais en rajoutant la composante cellulaire, ce qui est donc ce qu'on appelle l'ingénierie tissulaire. Et donc forcément, c'est le type de projet qui vont progressivement. Au départ, on a des tests de validation assez préliminaires, assez basiques, sur le choix du matériau, de leurs propriétés. On va utiliser des modèles cellulaires assez simplistes au début. Et lorsqu'on doit passer à des cas plus proches du clinique, et donc par exemple dans mon cas très précisément, commencer à utiliser des vraies cellules souches humaines qui venaient de donneurs de l'hôpital d'Amiens, ça implique de les comprendre mieux, de faire des tests plus poussés, des données qui sont plus complexes à analyser, et donc forcément continuer cet apprentissage, même qui ne s'arrête jamais, je pense, pour un chercheur ensuite dans ses projets et ses postes suivants, mais qui va être d'un autre niveau. On va être moins sur des ensembles de connaissances de base et plus sur des choses forcément de plus en plus pointues, à comprendre des mécanismes un peu plus fins, à mettre en relation plein de mécanismes complexes et ce genre de choses. Et du coup, donc vous disiez qu'il y avait la partie où vous avez beaucoup découvert dans votre doctorat. Est-ce qu'il y a un autre point que vous avez retenu à la fin de votre doctorat avant de partir à l'étranger ? Je retiens quand même aussi l'autre aspect qui est le travail de fond, c'est-à-dire que c'est vraiment un marathon sur les 3 ans. Il ne faut pas forcément être trop pressé non plus, dans le sens où il y a certains points les plus importants, les plus intéressants aussi, qui peuvent vraiment, tout peut se décanter au dernier moment. En tout cas, ça a un peu été mon cas sur certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a eu quand même des choses prometteuses dès la première année qui ont permis d'avoir assez confiance dans le projet et assez confiance sur le fait que ça allait bien se passer, qu'il n'allait pas y avoir besoin de remodeler entièrement le sujet du doctorat au bout d'un moment. Mais ensuite, ça a été vraiment une accumulation de petites briques qui ont fait que le fin mot de l'histoire et tout ce qui s'est emboîté dans le projet est arrivé un peu au dernier moment, avec des collaborations qui ont pu vraiment aboutir sur les 6 derniers mois, je pense. Et donc cette gestion de projet qui fait aussi qu'on doit avoir les objectifs à long terme en tête dès le début, mais en sachant que ça va se mettre en place progressivement. D'accord. Et donc ce qui peut être déroutant, ce qui peut faire peur aussi par un certain moment, se demander en milieu de thèse si c'est normal que finalement il y ait des choses qui ne se concrétisent pas. Et c'est aussi ce sentiment-là que j'ai un peu retenu sur ce sur quoi il fallait avoir du recul et garder confiance jusqu'au bout, et aussi d'où l'intérêt des collaborations, des encadrants de thèse qui peuvent rassurer et aider justement à faire en sorte qu'à la fin, quand il y a vraiment un rush final, que ça se passe bien et qu'on puisse finir dans les temps aussi. D'accord. Et du coup, vous nous avez dit que vous êtes aussi parti à l'étranger. Donc, est-ce que vous pourriez un peu préciser ces expériences que vous avez pu faire, si j'ai bien compris, après votre doctorat ? Oui, donc l'idée, j'avais quand même en tête dès le début de rester dans l'académique, donc d'avoir un poste soit de maître de conférence ou bien de chargé de recherche CNRS, mais de rester dans le système public. Donc c'est extrêmement classique d'avoir des contrats courts post-doctoraux supplémentaires pour emmagasiner de l'expérience, emmagasiner aussi
des lignes dans le CV, c'est-à-dire des expériences ailleurs, dans d'autres contextes, et surtout des publications. Donc de montrer que on arrive à mener plusieurs projets de recherche sur des thématiques un peu différentes et de publier des résultats validés par le reste de la communauté scientifique. Donc c'était l'enjeu de faire des contrats postdoctoraux et de les faire de préférence à l'étranger pour à la fois l'environnement international, le contexte de travailler en milieu anglophone aussi, mais de voir aussi d'autres fonctionnements. Donc là, que ce soit dans la perspective de carrière, mais aussi par intérêt personnel, de voir comment fonctionne un laboratoire nord-américain, un laboratoire britannique, d'autres projets dans des groupes de tailles différentes, puisque le système des labos à la française, où on a des unités assez grosses, dans lesquelles il y a plusieurs maîtres de conférences, plusieurs professeurs, des ingénieurs de recherche, donc finalement beaucoup de personnel permanent, et à côté de ça, des doctorants, des post-doctorants, il est quand même assez propre à la France, où dans d'autres systèmes, on va avoir un professeur qui gère le labo, qui donne son nom au labo parfois, et toute une armée de personnel non permanent en dessous de lui, doctorants, post-doctorants, stagiaires. Donc c'est quand même un fonctionnement très différent dans l'autonomie que ça demande, dans tous les projets différents qui se confrontent au sein d'un même laboratoire. Et je pense que c'était important de découvrir comment ça fonctionnait, d'apprendre d'autres choses, que ce soit dans la gestion de projet ou des connaissances purement scientifiques. Et du coup, donc, par rapport à ça, vous disiez vous étiez allé donc nord-canadien, Nord-Amérique et britannique. Oui. Et qu'est-ce que cette expérience, par exemple au Canada, qu'est-ce que ça vous a apporté, que ce soit, comme vous disiez, une ligne au CV, mais aussi peut-être de manière plus personnelle, que ce soit sur le niveau des choses que vous avez appris ou de la culture peut-être que vous avez découvert là-bas. En tout cas, alors c'est sûr que culturellement, même en dehors du professionnel, j'ai énormément apprécié la vie au Québec et mon expérience à Montréal. Sur le point professionnel, c'est du point de vue du management. C'est peut-être un grand mot, mais le fait que, comme il y avait cette structure d'une seule professeure en l'occurrence, qu'on ne voit pas si régulièrement, les postdoctorants ont beaucoup plus un rôle d'encadrement des stagiaires, des doctorants, de mentoring avec ce qu'on apporte comme connaissance qu'on a déjà du fait d'avoir bouclé un doctorat, et qui forcément forment ensuite à encadrer réellement des thèses et être directeur de thèse ensuite quand on vit en France ou ailleurs, mais qu'on a un poste qui amène à vraiment diriger des recherches. Et forcément, le simple fait d'arriver dans un nouveau laboratoire, qui a des équipements toujours un peu différents, même quand il est sur le même domaine, un nouveau projet à reprendre parfois plus ou moins du début, ça s'accompagne forcément de nouvelles compétences, nouvelles connaissances scientifiques. Le contexte se renouvelle toujours à chaque fois, même si en l'occurrence par exemple à Montréal, c'était toujours des biomatériaux osseux, c'était toujours des perspectives d'ingénierie tissulaire, mais le matériau n'était pas le même, le stade de développement n'était pas le même, le contexte clinique avec les types de cellules qu'on pouvait utiliser changeait également. Donc tout en consolidant le même socle de compétences, il y avait énormément de choses nouvelles et d'autres facettes qui permettent ensuite de faire un choix quand on veut lancer nos propres projets par la suite. Et du coup, vous parliez du fait que c'était un peu le premier pas pour de l'encadrement. C'est pas un peu compliqué à commencer à enseigner quand on n'a peut-être pas une formation précise sur l'enseignement et de passer d'un doctorat à aider aussi des post-docs ou des stagiaires? Est-ce que c'est quelque chose qui a été compliqué ou ça s'est fait plus naturellement? Alors, c'est vraiment un lot de compétences à part. C'est sûr qu'on peut faire de la recherche, on va toujours être obligé d'encadrer, mais je pense qu'on peut la faire sans enseigner. Oui. Typiquement, les postes de chargé de recherche du CNRS, où non pas forcément de l'enseignement, ou bien c'est plus une démarche active du chargé de recherche de vouloir faire en plus de l'enseignement. Là où maître de conférence, ça va vraiment, en théorie, on est vraiment 50-50 entre de la recherche et de l'enseignement. Donc c'est vraiment quelque chose, un domaine auquel il faut se former à part, selon moi, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément de formation officielle à la pédagogie et à comment bien gérer ce genre de choses,
avant d'être en poste finalement. D'accord. Que, par exemple, ici, depuis que je suis arrivé en tant que maître de conf à l'UTC, j'ai eu des appuis de la cellule d'appui pédagogique pour des formations à la direction de thèse, des points de pédagogie, mais c'est beaucoup plus rare avant, en tant que post-doctorant, je pense, ou que ce soit, d'avoir des modules conséquents qui apprennent ça, donc c'est beaucoup plus sur le tas. Oui. Ce qui est possible aussi, c'est-à-dire que dès la thèse, à l'UTC, j'ai pu donner des cours donc dans une quantité d'heures assez faible en comparaison de ce qui est demandé ensuite, mais de confirmer que c'était quelque chose qui m'intéressait, que je pouvais me projeter, de me sentir à l'aise et un jour de rédiger moi-même les cours, d'être responsable d'unité d'enseignement ou de choses comme ça. Et j'ai pu le faire, alors c'était un peu plus compliqué, donc c'était un nombre d'heures encore plus réduit, mais j'ai pu aussi enseigner un petit peu au Canada, un peu en Angleterre, dans d'autres domaines annexes, donc voir aussi se mettre au défi aussi parfois, que ce soit quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de remanier depuis très longtemps, ou bien un pan qu'on n'a jamais personnellement appris de son côté, et où il y a des définitions qu'il faut revoir et être certain avant forcément de les inculquer aux étudiants. Donc c'était assez, surtout en Angleterre, c'était vraiment un défi le jour où je me suis porté volontaire pour enseigner certaines choses. Mais c'est sûr qu'il faut passer par là. Avant de se retrouver à avoir le poste où désormais on va avoir 50% de notre temps dédié à ça, c'est important de se lancer quand on en a l'occasion avant. Et c'est ça qui est probablement le plus formateur. Donc se former par l'expérience et par l'apprentissage en direct. Oui, c'est ça, avec les cas où par contre on va forcément, quand on est doctorant et qu'on prend un contrat pour des vacations, on va plus souvent nous mettre dans les mains les sujets de TP qui tournent déjà, etc. Là où ensuite on aura peut-être à en rédiger nous-mêmes et à en créer de zéro. Mais pour aussi savoir comment on va se sentir à l'aise vraiment en face d'étudiants, en face d'amphi remplis, etc., c'est bien de commencer et de s'y confronter le plus tôt possible. Donc en fait, votre formation pour devenir professeur, elle s'est faite graduellement par de l'expérience et après au sein de l'UTC par des modules que l'UTC pouvait vous apporter, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et encore aujourd'hui, au niveau, on va dire, formation continue, d'évoluer aussi avec les moyens pédagogiques qui évoluent, avec les risques aussi du côté des modèles de langage par IA ou des choses comme ça, de savoir à quoi on va être confronté. On continue à se former et on continue à réfléchir à ce qu'on doit changer dans nos enseignements semestre après semestre. D'accord. Et du coup, un peu avant que le podcast commence, on discutait sur le fait que vous êtes arrivé il y a bientôt 5 ans, donc en septembre 2020. C'est ça. Juste à une période où à l'UTC, on avait quand même beaucoup de cours encore en visio à cause du Covid. Et comment vous avez vécu l'expérience ? Parce que pour certains étudiants, comme c'est mon cas, je suis arrivée en 2020, c'était un peu compliqué d'avoir les cours en distanciel pour une première expérience de l'université. Et vous, en tant que professeur, comment vous avez vécu ce passage-là du Covid avec les cours en hybride derrière un écran ? C'était particulier, puisque quand je suis arrivé en septembre 2020, on était déconfinés, les cours étaient lancé pour être 100% en présentiel. Je pense que la deuxième semaine de septembre, j'ai immédiatement donné une série de TP qui a été 100% sur place. Et très peu de temps après, on a appris qu'en novembre, on allait être à nouveau confiné, que ça allait être soit de l'hybride, soit du 100% distanciel pendant un moment. Donc c'est vrai que les tout premiers cours magistraux que j'ai eu à donner à l'UTC, des cours que donc j'avais dû écrire moi-même de zéro, je les ai donnés 100% à distance. Donc c'était particulier de ne pas avoir de retour, de ne pas savoir si finalement ma première mouture d'un cours de 6 heures que j'avais écrit moi-même était bien reçue, ou allait trop vite, ou si en fait derrière leur écran tous les étudiants étaient perdus. Mais c'était aussi finalement peut-être plus confortable de ne pas être confronté immédiatement à un amphi rempli pour ma toute première expérience en tant que responsable de cours et rédacteur. Donc ça a été un peu, de mon côté en tout cas, c'était un peu, il y a eu le plus et le moins d'être dans ces conditions-là. C'était plus dur pour l'hybride, j'ai trouvé, parce que vraiment c'est un dispositif quand même particulier de se dire qu'on a les étudiants devant nous, d'autres qui ne font que nous entendre, de gérer des TD comme ça.
C'était un peu plus délicat et moins, finalement, je pense, ressorti moins de choses positives de commencer par ce type d'expérience-là. Et du coup, est-ce que c'est peut-être un petit peu stressant les premières fois de se retrouver dans un amphi de peut-être 150 personnes et faire un cours? Alors oui, pour l'enseignant aussi, je ne pense pas que tous les étudiants en aient conscience, mais c'est sûr que lorsqu'on a donné quelques heures par-ci par-là et qu'on arrive pour la première fois à être, donc par exemple je suis responsable du cours SV02, qui est pour le tronc commun Introduction aux technologies de santé. Donc ça veut dire que 6 mois après mon arrivée, j'ai pris la responsabilité du cours, j'en ai donné un certain nombre, que ce soit cours magistraux, TD, TP, que j'avais dû m'approprier ou donc vraiment écrire sur les 6 mois précédents. Et donc c'est certain que la veille des tout premiers cours magistraux, j'étais probablement autant stressé que l'étaient mes étudiants quand ensuite ils ont passé le final de ce cours-là. Oui. Ce que j'espère ne pas avoir donné cette impression, donc je pense pas que les étudiants s'en doutent, mais c'est sûr que si ça nous tient à cœur aussi, et je pense que c'est le cas pour quand même beaucoup d'enseignants qui ont choisi d'avoir cette composante-là en plus de la recherche, on veut que ça se passe bien, on veut pouvoir que ce soit clair, inculquer les choses du premier coup, et donc ça crée une forme de stress quand c'est la première fois qu'on enseigne un certain module, et même aussi le premier examen que j'ai eu à corriger, que j'avais rédigé de mon côté, qui était sur les cours que j'avais donnés personnellement, il y avait une forme d'anxiété à découvrir dans les copies le message que j'avais réellement réussi à faire passer, comment il avait été perçu et quelle allait être la qualité des copies. Donc des fois, le professeur, il est autant stressé que les étudiants pour l'examen. Au début, je pense, oui. Ça va mieux, ça va vite mieux, je pense. Dès la deuxième année, j'avais moins cette appréhension avant les premiers cours. Mais il y a cette forme d'attente aussi et d'anxiété avant les toutes premières expériences les plus en conditions possibles, vraiment devant les vrais grands amphis remplis, ce genre de contexte. Et du coup, vous disiez de ce que vous disiez, j'ai l'impression que vous aimez, c'est vraiment cette partie-là d'enseignement. Et qu'est-ce que vous aimez transmettre, qu'est-ce que vous voulez transmettre à vos étudiants qui sont là en cours, qui vous écoutent, donc en première, deuxième année du cycle préparatoire à l'UTC? J'essaie de faire en sorte qu'il y ait un ordre le plus logique possible dans toutes les connaissances que je vais devoir apporter, parce qu'il peut y en avoir notamment dans les premiers cours du semestre, il y a quand même beaucoup d'informations nouvelles, de définitions, etc. Ce sur quoi j'essaie de mettre l'accent, c'est que ce ne soit pas un catalogue de plein de connaissances qu'il va falloir ingurgiter après, mais qu'il y ait une suite logique dans la façon dont elles arrivent, donc pourquoi telle information on va la donner dès les cours de tronc commun et pourquoi il y a d'autres choses qui seront perfectionnées si les étudiants vont au génie biologique bien plus tard, et que de cette façon-là, dans la mesure du possible, les étudiants ne se demandent pas pourquoi cette information est là, pourquoi est-ce qu'il y a besoin de l'apprendre, pourquoi est-ce qu'elle est importante ou non, et voilà, qui est cette structure qui aide à comprendre l'importance de chaque information. D'accord. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne, et parfois en TD, je me rends compte qu'il y a des points sur lesquels ça n'a pas fonctionné et qu'il faut peut-être que je remanie différemment la façon dont j'apporte certaines informations. Mais ça va être cette idée-là, de façon à ce que le socle de base soit bien là, je pense. D'accord. Et que 3 ans après, en première année de branche, il n'y ait pas tout à coup une réalisation de « mais au fait, pourquoi ça se passe comme ça et pourquoi j'ai appris ça avant ?» et que les bases soient là. Donc que les étudiants puissent avoir un socle vraiment où ils comprennent pourquoi on leur demande d'apprendre ça. C'est ça, non seulement le contenu en lui-même, mais voilà pourquoi c'est arrivé jusque devant eux ce jour-là en amphi. D'accord. Et du coup, donc, vous parliez aussi du fait que vous êtes chercheur. Donc est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de vos activités de recherche au sein du laboratoire biomécanique à l'UTC? Donc si j'ai travaillé à l'époque, il y a plus de 10 ans, en thèse sur l'ingénierie tissulaire osseuse, c'est parce que c'est quand même un des domaines centraux des activités du laboratoire BMBI, biomécanique bioingénierie,
en particulier de l'équipe à laquelle je fais partie, qui s'appelle Cellules, Biomatériaux, Bioréacteurs. Donc on voit bien qu'il y a la composante dont je parlais au début, d'avoir à la fois le côté matériaux et tout de suite le côté biologie. On étudie beaucoup cet aspect interaction de cellules biomatériaux, mais pour un certain nombre de matériaux différents et surtout un certain nombre d'organes et de tissus différents. D'accord. Moi, j'étais sur l'os d'hémathèse. Il y a une grosse activité autour du foie, par exemple, même de la dialyse rénale. Il y a eu des modèles de peau développés, donc on ne s'interdit rien au sein du laboratoire sur les modèles et les tissus, les applications cliniques qu'on a envie d'étudier. Et petit à petit, donc, dès la fin de ma thèse, je trouvais ça intéressant, et c'est aussi le champ disciplinaire de l'ingénierie tissulaire qui se dirigeait vers ça, de ne pas s'intéresser qu'à un seul tissu en même temps. Et donc pas seulement juste l'os et juste des matériaux pour combler les pertes osseuses, mais aussi s'intéresser au fait que dans l'os, il y a des vaisseaux sanguins, dans l'os, il y a des nerfs, sur l'os, il y a des tendons qui viennent s'ancrer, des choses comme ça. Et donc de s'intéresser à l'interaction des organes et des tissus entre eux. Et c'est ce que j'ai essayé de creuser de plus en plus dans mon parcours postdoctoral. Et donc le jour où j'ai pu obtenir un poste plus pérenne, de vraiment accentuer cet aspect-là. Donc aujourd'hui, je ne m'intéresse pas seulement à l'os, mais à ses tissus connexes. Et par exemple, un des gros projets qui m'intéresse en ce moment, c'est entre l'os et le système nerveux central, donc au niveau du crâne, essentiellement pour le moment. Et donc sur le fait qu'entre le cerveau et l'os du crâne, on a ce qu'on appelle les méninges. Donc terme qu'on entend même quand on n'est pas en génie biologique, avec l'idée de se creuser les méninges, on ne sait pas forcément exactement ce que c'est. Ce sont un fin tissu, des fines membranes qui font l'interface entre le cerveau et le crâne. D'accord. Et qui ont un certain nombre de rôles biologiques, mais aussi mécaniques, de protection, qui empêchent le liquide cérébrospinal de s'enfuir un peu partout, et qui, eux aussi, peuvent être endommagés, peuvent souffrir d'infections, ou simplement, pour certains cas, on ne sait pas forcément très bien comment ils fonctionnent, ou comment on pourrait les reproduire in vitro. D'accord. Donc c'est là-dessus que je m'intéresse, c'est à ça que je m'intéresse en ce moment. C'est-à-dire de non seulement vraiment le côté osseux, le côté crâne, mais qu'est-ce que ça change, le fait qu'il y ait les méninges juste à côté, à cet endroit précis du corps humain. D'accord. Et du coup, si on pouvait résumer de manière simplifiée, c'est quoi en fait le but final de votre recherche là, actuelle, par exemple ? Très souvent, que ce soit pour ce projet-là ou pour d'autres, dès qu'on va regarder du côté matériaux, il y a le côté vraiment soin, santé. Donc on veut développer des nouveaux matériaux pour que ce soit des nouvelles prothèses, pour venir implanter, pour comprendre le devenir des matériaux après implantation. Mais il y a aussi l'aspect modélisation. Alors numérique, ça peut être, mais dans notre cas, ça va être plutôt une modélisation expérimentale in vitro, c'est-à-dire d'avoir un tissu sur lequel on puisse faire des tests, développer des nouveaux médicaments, mais qui n'impose pas d'aller sacrifier un animal ou de recruter des patients, mais vraiment d'avoir fait pousser le tissu vivant nous-mêmes artificiellement en laboratoire. D'accord. On a juste besoin d'un petit prélèvement de cellules souches pour lequel on n'a pas besoin de sacrifier un animal ou de faire une biopsie une biopsie sévère à un patient. Et ensuite, c'est nous qui, au contact d'un matériau, allons essayer de recréer un os, de recréer un foie, de recréer l'interface entre le crâne et les méninges, pour ensuite comprendre comment ils fonctionnent, ou bien tester des médicaments dessus à la place des animaux. Donc c'est vraiment une aide à la recherche qui se fait en médical actuellement, en fait. Et pour les étapes les plus précoces, tout avec l'aspect éthique de diminuer le recours aux animaux. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose qui englobe votre façon de travailler, d'avoir cette partie aussi très éthique, d'utiliser des cellules souches, et pas d'avoir recours, comme vous disiez, aux animaux. Et ça guide tout à fait la volonté de développer ces modèles-là, qui est commun à un certain nombre de laboratoires aujourd'hui, mais une grosse partie des activités du laboratoire BMBI s'axe sur ces modèles in vitro. D'accord. Et du coup, donc, vous avez ces deux grosses facettes qui sont la recherche et l'enseignement. Est-ce que parfois vous avez le sentiment qu'il y en a une qui va plus prendre le dessus que l'autre, ou c'est quelque chose qui s'équilibre de manière assez simple au final ? Alors, on peut l'équilibrer, ça va pas être simple, à mon sens, puisque il y a quand même beaucoup de contraintes du côté de l'enseignement, guidées par les emplois du temps,
tout simplement. C'est vraiment, on doit donner le cours à telle heure, tel jour, il doit être prêt, on doit être présent, on doit pouvoir aller ABF ce jour-là donner le cours. Donc ça va quand même rythmer une grosse partie de l'emploi du temps, et ça va être la première contrainte qui vient se fixer dans nos emplois du temps. Elle va déborder, puisque ça veut dire qu'il y a aussi les examens, les comptes rendus de TP à corriger, les cours à préparer, les améliorer année après année, voilà, si on s'investit suffisamment. Donc au-delà des heures devant les étudiants, si on ne se restreint pas, si on ne fait pas attention, ça peut vraiment facilement prendre plus que les 50% qui sont censés être dédiés à cet aspect-là. D'accord. Pour autant, alors année après année surtout, puisque quand on prend en charge le début d'une UV ou qu'on commence, ça va demander encore plus une partie importante de notre temps. Mais au fur et à mesure, je pense que c'est possible d'organiser, de faire en sorte que le reste soit quand même le plus proche possible des 50% dédiés à la recherche, et d'avoir un équilibre et de pouvoir concilier avec l'encadrement des doctorants, avec un peu d'expérimental fait personnellement aussi, même si c'est quand même de moins en moins le cas au fur et à mesure de la carrière, et d'avoir un équilibre entre les deux. C'est possible. C'est pas simple, mais je pense que c'est possible. Du coup, en fait, c'est comme vous avez appris à parler devant les étudiants, à former des étudiants, c'est quelque chose, cet équilibre, que vous apprenez à le faire tout au long de votre carrière, au final. Oui, c'est ça. Puisque c'est vrai que même si on peut, dès les postes précédents, avoir un peu des deux, l'enseignement est en général bien en dessous du temps de recherche. D'accord. Donc ça va aussi s'apprendre sur le tas. Mais les capacités d'organisation, je pense que dès le début de la thèse, elles sont mises à l'épreuve. D'accord. Même si c'est pas entre enseignement et recherche, mais que ça va être entre les différents aspects de la recherche, les autres attentes qu'on a envers les doctorants, envers l'école doctorale, la capacité d'organisation est très très vite sollicitée et va rapidement avoir besoin de se perfectionner, on va avoir besoin de se former à ça aussi. Et donc c'est le même type de compétences et de capacité d'organisation qu'il va falloir solliciter le jour où on doit jongler entre recherche et enseignement. Et comment vous avez appris ces compétences d'organisation ? Parce que d'un point de vue étudiant, des fois c'est compliqué de trouver le juste milieu entre, par exemple à l'UTC on a aussi beaucoup d'associations, on a beaucoup de cours, on a des travaux pratiques, des projets, etc. Oui. Et comment, vous, dans le cadre de votre thèse, vous avez réussi à trouver ces petits tips d'organisation ? Alors, il y a des formations aussi à la gestion du temps, à la gestion de projets qui peuvent donner des clés. Ensuite, ça va être, je pense, assez différent d'une personne à l'autre. Comme on peut le voir, voilà, tous les étudiants et étudiantes ne vont pas fonctionner de la même façon pour gérer leur temps au-delà de est-ce que c'est fait avec succès ou pas. Mais on ne va pas forcément fonctionner de la même façon. Donc j'encouragerais à suivre ces formations de gestion de projet, etc., mais à pas vouloir tout appliquer personnellement. Et ensuite à aller piocher, éventuellement les tester et voir ce qui va vraiment fonctionner pour nous. Moi, je sais que je note énormément de choses. C'est-à-dire que j'ai des listes de listes, j'ai vraiment un agenda où il ne va pas y avoir seulement noté toutes les réunions prévues, mais là où il y a potentiellement une réunion dont on m'a parlé un jour et que peut-être qu'elle sera finalement placée à cet endroit, pour en fait essayer le moins possible d'être pris au dépourvu, de façon à ce que... Parce qu'il y a toujours des imprévus qui font que soit on a oublié, mais vraiment quelque chose qui va nous arriver au dernier moment, et il faut éviter que ça s'accumule. Et que tout à coup, on ait 5 choses imprévues qui se rajoutent la même semaine, le vendredi soir de la semaine précédente, et de s'être préparé au fait que peut-être qu'il y aura une réunion supplémentaire cette semaine-là, peut-être qu'on va devoir aider quelqu'un à surveiller le médian, même si au final c'est pas le cas, que ça va nous libérer du temps. Ça permet de savoir qu'on a ce risque et que donc dès qu'on peut déporter quelque chose ailleurs, il vaut mieux essayer. D'accord. Donc moi en tout cas, je pense que c'est ça qui a pas mal fonctionné, de noter le maximum de choses, même incertaines. Et c'est une des techniques que j'ai trouvées en testant un certain nombre, en faisant un certain nombre de formations. D'accord. C'est un très bon conseil pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. À d'autres niveaux.
Et je pense qu'on va finir sur ce bon conseil que vous nous avez donné. Je vous remercie tous donc pour votre écoute. On va avoir d'autres podcasts qui vont arriver. Et puis je remercie Serge et Cindy qui sont en régie en train d'enregistrer ce podcast. Excusez-moi. Et un grand merci Timothée Botquin d'être venu aujourd'hui. Merci à vous.